Polo Breitner est avec nous, le tirage au sort de l'Euro 2020. Bien sûr, Polo, tu as été tiré au sort. Peur pas, Polo, tu seras troisième. Bonsoir, messieurs. Tu vas bonsoir passer, tout le Polo, monde. troisième. Mais comment être inquiet quand on est français, quand on n'a plus perdu face à l'Allemagne depuis un quart de finale d'une Coupe du Monde en 2014 au Brésil? Oui, en plus j'ai adoré quand j'ai entendu Lucas Hernandez faire ses déclarations. Ça aurait été un Allemand qui aurait fait ça, ça aurait été la grève nationale en France. C'est extraordinaire en fait. Non, mais c'est super ce tirage déjà parce que après le coup de bambou en fait reçu par l'Allemagne évidemment lorsque tu prends le champion d'Europe en titre et le champion du monde, ce n'est pas évident. Mais tout de suite ils se sont dit mais c'est génial en fait. Déjà parce que tu as le président de la fédération qui se dit c'est la fièvre, elle va être à Munich, donc ça va être tout le stade sera rempli, etc. T'as Joachim Löw qui dit évidemment on n'est pas favori du groupe, mais pour ma jeune génération c'est génial de voir un groupe comme ça parce qu'on va énormément apprendre. Et si on sort bien du groupe, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis tu as comment s'appelle-t-il Birov par exemple qui dit mais on vit quand même pour vivre des matchs comme ça. Ouais, donc tout à fait. Voilà, donc si tu veux l'histoire du groupe de la mort un peu négatif, etc. Il est évacué très rapidement en ce moment. Salut Polo. Salut. J'ai une question un peu provoque, mais je pense que tu vas pouvoir y répondre de manière très objective. Est-ce qu'on peut considérer que l'Allemagne, c'est encore une grande sélection de football pour l'Euro 2020 ? Le fait même que tu puisses penser une chose comme ça montre que la formation intellectuelle en France est compliquée. Isolez-moi ça, s'il vous plaît, on ressent. Je ne suis pas responsable de l'école en France, mais je vais bientôt demander le poste de ministère de l'Éducation nationale. Appelle le rectorat, très vite. Non, mais c'est évident. Le problème, c'est qu'on est dans une phase de transition avec cette nouvelle génération qui, encore une fois, je le dis, extrêmement talentueuse, mais extrêmement inconstante. Si on voit par exemple encore les matchs cet après-midi de Bundesliga, on pense à Jonathan Tah qui a été catastrophique avec Leverkusen. Ça devient compliqué de savoir quels sont les joueurs qui vont aller à l'Euro. Donc là, à ce niveau-là, moi, j'ai pas vraiment de soucis au niveau de la sélection. Le problème, c'est que comment je pourrais dire ça? Il y a tellement de médiatisation aujourd'hui au niveau des équipes nationales que c'est compliqué. Dès qu'elles vont un peu moins bien, on a l'impression que c'est plus rien. On a tendance à les mettre tout en haut dès que ça va, tout en bas dès que ça va pas, etc. Moi, je vois que l'Allemagne, en fait, la qualité de l'effectif est là, et donc ça, je me pose pas tellement de questions. Ouais. Écoute, moi, je te posais la question parce que je pense que c'est une sélection qui est plus en devenir qu'une sélection du présent. Ça, c'est et sûr pour que le 2020, 2020. ma question par rapport à l'Euro 2020, et donc parce que l'Allemagne est dans le groupe de la France, c'est que je pense que c'est une sélection qui arrivera à maturité dans 4-6 ans, dans 2-3 compétitions, et qu'à l'heure actuelle, je les vois très loin des vrais favoris de cet Euro-là. Ouais, après, c'est que mon opinion. Moi, de loin, je vois pas de nation qui soit au-dessus, fondamentalement. Ils n'ont pas de taulier, Polo. Vous n'avez pas de taulier? Ils ont Toni Kroos quand même, ils ont Manuel Neuer, ils ont des joueurs comme ça. Ouais. Donc ça suffit. Il y a Gnabry qui n'arrête pas de planter en équipe nationale. Là où je te suis, et je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait l'Euro 2020 va servir d'expérience pour la Coupe du Monde 2022. Je ne pense pas que ce soit l'Euro 2024, c'est beaucoup trop loin. Mais au dehors des problèmes internes à la sélection, c'est-à-dire les blessés, par exemple Leroy Sané ou Zule, on ne sait même pas dans quel état ils vont arriver, s'ils y arrivent d'ailleurs. Ouais. On ne sait pas qui sera dans le 11 titulaire à tous les postes. On ne sait pas si Gnabry va jouer devant ou sur l'aile. On ne sait pas quoi faire de Timo Werner. Au milieu de terrain, Toni Kroos est évidemment titulaire, mais si on le met à côté de Kimmich, Gundogan, on en fait quoi? Marco Reus, est-ce que c'est un vrai leader? Tu vois toutes les questions, mais ça peut se trouver pendant le tournoi. Sauf que comme c'est un groupe difficile, ils ont intérêt à le trouver rapidement. Mais je suis d'accord avec toi sur l'analyse du fait qu'en fait, ils vont se servir de l'Euro 2020 pour la Coupe 2022. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une excellente performance. C'est ce qui s'était passé à la Coupe du Monde 2010. Hein. Tout le monde l'oublie, mais la sélection championne d'Europe Espoir 2009 avec Özil, Müller et compagnie, en fait, avait été demi-finaliste de la Coupe du Monde 2010 en étant pas du tout favori parce qu'il y avait des blessés partout, ils n'étaient pas prévus les gars. Donc voilà, je suis relativement optimiste, j'ai pas de soucis. Ce qui est sûr, c'est qu'à Munich, il y a 75 000 places et on va s'éclater. Ça va être magnifique. C'est le premier match à l'Allemagne et la France. Mais en plus, c'est vachement 16 important. 16 juin à Munich. C'est à l'Alliance, évidemment, c'est à l'Alliance. C'est à l'Alliance, oui. C'est très important ce que tu dis, Nico. En plus, c'est le premier match. C'est-à-dire que les Français vont pas se jeter à l'assaut. Les Allemands, on va dire, si on fait un point, ça nous suffit largement pour monter dans le groupe. Et en fait, c'est peut-être plus le Portugal qui a un calendrier plus compliqué, en fait. C'est très classique. Et j'oublie pas que c'est à Munich. Et à Munich, il y a toujours des gros matchs avec l'équipe d'Allemagne. Quand c'est la grande équipe des Pays-Bas, ça se passe là-bas. Quand c'était les Belges, ça se passe là-bas. Les Italiens, ça se passe là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Munich, toujours. Polo, ce qui serait important, c'est
Là, on est en train de faire des petits comptes d'apothicaire. J'espère qu'ils vont pas fonctionner comme ça, parce que celui qui finit 3e, il aura bien évidemment une chance de passer. Mais le tirage d'après, enfin le tirage de 8e de finale, tu peux tomber contre les Anglais ou les Croates d'entrée si tu finis. Quand t'es un Allemand, les Anglais. Quand t'es Allemand, les Anglais, si tu veux, tu les amènes au pénalty, c'est réglé. Mais c'est toujours. Non, mais ça, c'est pas. En fait, si tu veux, il n'y a pas de peur. C'est ça, moi, qui me. D'accord. Comment ils ont. Dis-moi, Polo, comment on a réagi en Allemagne à ce tirage au sort, et notamment la présence de la France dans ce groupe? Je te dis, bon, évidemment, alors en France, on parle du groupe de la mort, mais en Allemagne, on parle du Hammer Group, c'est-à-dire le groupe du marteau. Polo, il n'y a pas de peur parce que tu es quasiment sûr d'être qualifié dans ce groupe. Ah bah non, t'es pas sûr. Tu sais que tu seras, mais tu sais que tu feras partie des meilleurs troisièmes. Tu perds contre la France et le Portugal, tu gagnes contre le barragiste des Nations, contre la Hongrie ou je ne sais quoi. Tu prends 3 points, tu vas être dans les 4 meilleurs troisièmes. Bien sûr. Attention, Jeffrey Nadelaine sur ce match-là. Moi, j'ai trouvé qu'il avait tendance un petit peu à choper la maladie dans Bertrand Traoré et compagnie, de garder un petit peu trop le ballon. Je sentis quand même qu'il a ralenti pas mal le jeu lyonnais. Et le deuxième point, c'est j'aimerais que... Je comprends pas. Alors... Ok, il arrive, Andersen, gros transfert, grosse somme. Il n'a pas été nickel depuis qu'il est arrivé. Il a même été mauvais. Mais je trouve que c'est un petit peu difficile de le sortir du 11 de départ après le match contre le Zénith où il a joué un poste qui était inhabituel, à savoir axe gauche, avec un partenaire inhabituel, à savoir Marcelo, et face à des attaquants Dzibua et Azmoun qui étaient quand même assez fort. Donc le sortir de l'équipe après cette prestation-là, je trouve ça difficile et je pense que le salut de la stabilité défensive lyonnaise passera par installer sur le long terme la charnière Donayer-Andersen. Pourquoi ? Je prends juste la jurisprudence Rudy Garcia. Rudy Garcia, il a saccagé l'intégration de Tcheleta Tsar et j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de faire la même chose avec Andersen. Ludo après Pierre. Ah, la défense lyonnaise, c'était Black Friday. C'était les soldes, quoi. Ah ouais, non mais... La façon de défendre sur le premier but, Youssouf Koné, je te jure, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais même il est à la rue. Il est nul. Il est à la rue. Alors je sais pas s'il est nul parce qu'il n'était pas forcément nul la saison dernière. Tactiquement, non mais cette année il est nul. L'année dernière, physiquement, c'était une machine. C'était une machine. Le mec, il enchaînait. Apparemment, c'est à cause de la préparation sous Silvino, selon Rudy Garcia. Je sais pas, mais en tout cas, oui, tu l'as vu, tu as clairement vu. Alors, je sais pas si c'est la préparation, mais en tout cas, tu t'es fait balayer dans l'impact sur la première période. Aussi, beaucoup, parce que tu joues constamment latéralement. Parce qu'en première mi-temps, tu joues pas sur les qualités des mecs. Les mecs, ils ne font que demander dans les pieds. Quand en deuxième mi-temps, tu as Maxwell Cornet qui commence, il l'avait fait déjà un petit peu, c'est le seul qui le faisait, mais quand le garçon va à 2000 et qu'à chaque fois il vient, il fait appel contre appel, on lui met dans la profondeur, ça change tout. C'est le seul qui a fait les efforts. Ça change tout. Martin Terrier aussi, beaucoup. Vas-y Pierre. Il joue en une touche de balle. Pierre, vas-y. Ouais, les gars, moi par rapport à Koné, il est nul, mais vraiment on voit que ça le travaille. Il est dégoûté d'être nul. Au moins l'état d'esprit il est là. Par contre, moi je suis pour Andersen, je suis bien content qu'il soit sur le banc. Ça fait déjà, on est bientôt 6 mois dans la saison. Il n'a pas joué. Moi personnellement, j'aurais mis Mbiwa derrière avec Denayer. C'est-à-dire Marcelo, Andersen, vous êtes nuls depuis 6 mois, vous n'avez pas à saisir votre chance. Moi, je donnerais la chance à un 4e mec. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire un match ne serait-ce que correct, comment vous voulez qu'on avance ? Donc moi, je trouve que tu as raison, Jonathan, par rapport à la fluidité du jeu, mais tout part de derrière. Les joueurs de Lyon, ils jouent latéralement ou en arrière. Tant que tu joues pas vers l'avant, comment tu peux fluidifier le jeu ? Il n'y a pas que ça, Pierre. Je pense aussi que tu vois. Si tu veux, ouais, alors et je te donne le deuxième. Là, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Et le deuxième élément, à mon sens, c'est que pourquoi Cornet et Terrier brillent dans cette équipe-là, c'est parce que comme Ludo l'a justement souligné, Cornet c'est le seul qui fait les efforts dans la profondeur, appel contre appel. Il ménage pas sa peine. Et Terrier, c'est le seul joueur qui joue vraiment à une touche de balle, quoi. Qui la lâche quand il faut la lâcher. Et j'insiste là-dessus, attention Jeffrey Nadelaide qui est un super joueur, attention parce que depuis 2-3 matchs, il a tendance à un petit peu... il a toujours été lent, il a toujours été lent. Non, il a pas... Je te parle pas de lenteur, je te parle de garder la balle. Depuis 2-3 matchs, il est excellent. Depuis 2 matchs, depuis le match du Zénith et le match de Rudy Garcia l'autre fois parce qu'il le sort à la mi-temps. Alors le match du Zénith et ce match-là, ça fait 2. Non mais le match contre Nice, il nous fait gagner sur au bout d'une demi-heure, après le carton rouge. Aujourd'hui, il fait un match correct, c'est sûr qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais il fait un bon match quand même. Je trouve agaçant moi aujourd'hui. Franchement, ça va, je te trouve sévère avec Adelaide. Tu fais une fixation sur lui. Non. Agaçant au regard
de son talent et de son potentiel qui est immense. Forcément qu'on le juge d'une manière un petit peu plus sévère parce qu'on sait ce dont il est capable de faire. Moi je comprends plus les discours parce que la semaine dernière, entre guillemets, on critiquait parce qu'on le laissait pas assez jouer, on le sortait, il faisait pas un match complet. Et maintenant qu'il fait un match complet, il est pas bon, quoi. Donc moi je te suis là-dessus, Pierre. Moi je trouve que c'est un garçon qui commence à prendre de l'ampleur, et justement, je crois on lui a coupé l'herbe sous le pied pas mal de fois. Et je trouve qu'il a été bien gentil. Bon, il faut dire qu'il est jeune aussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de joueur ne peut pas prendre, quand tu arrives à l'Olympique Lyonnais, la responsabilité de faire... Enfin, tu vois, il y a des mecs... Tu vois, quand l'Olympique Lyonnais est moins bien, c'est normal que lui soit moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Il sera associé forcément à la performance de l'équipe. Mais je trouve qu'il tire son épingle du jeu depuis maintenant 3-4 semaines. C'est vraiment intéressant, et notamment sur le fait qu'il soit décisif. Et surtout, moi, il y a un truc que je vois, c'est que c'est le seul joueur... Il a encore une marge de progression, mais je trouve qu'il a du talent. Énorme. Et à côté de ça, moi, alors vous allez me dire peut-être que on est sévère au bout de 6 mois, mais Koné, nul. Andersen, nul. Jean-Luc, je l'ai jamais vu, je sais même pas à quoi il ressemble, jamais vu jouer. Jean-Lucas. Je le trouve nul. Oui, Jean-Lucas, on l'appelle Jean-Luc. Ouais, c'est drôle. Mais franchement, les 4 recrues, la 5e, la seule qui je sens un potentiel, c'est Adélaïde, quoi. Tout le reste, Koné pas de technique. Andersen, vraiment, il fait penser à De Ligt, mais l'arrière de la Juve, l'ancienne l'Ajax. Il me fait penser à lui physiquement, mais techniquement, il est catastrophique. Et Mendes, je sais pas, c'est Mendes d'il y a 2 ans à Lille, quoi. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas concluant pour ces. Pourtant, ici même, en août dernier, je me rappelle, on a fait l'after ensemble, messieurs, on disait Lyon a recruté intelligemment. Oui. Les retouches lyonnaises, après le départ de Fekir qui manque, on se rend compte réellement là. Tout semblait intéressant sur le papier. Toi, tu parlais de Andersen que tu as vu jouer à la Samp, je crois, en disant que c'était un bon joueur. Bah oui. On parlait Koné, on en parlait Ludo, joueur en progression également. Évidemment, Thiago Mendes, tu disais super pioche. Jean-Lucas Sampaoli voulait démissionner quand on lui a pris. Tous ces joueurs-là, Jeffrey Adelaide, évidemment bonne pioche. Et au final, tu as raison, sur les 7 ou 8 joueurs, il y en a un qui réussit pour l'instant. Le problème, les gars, il est simple, c'est qu'il y a eu une erreur de casting dès le départ au poste d'entraîneur et que ça t'a foiré toute la préparation ou toute l'intégration de joueurs qui sont quand même relativement jeunes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais joueurs et ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas à l'Olympique Lyonnais.